Bienvenue à chacune et à chacun. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors nous sommes 25 connectés sur 140 inscriptions. Alors on va attendre quelques minutes pour laisser le temps aux retardataires de venir. Voilà, et comme c'est la petite tradition de ces conférences, je propose, pour laisser le temps aux retardataires d'arriver, on va vous passer une petite vidéo qui présente le site de l'Ermitage, de Fondatio et son projet. Voilà, ça permet d'attendre tout en s'instruisant.
Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette soirée Acteurs de changement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benoît Vignon, un des 3 responsables du centre de l'Ermitage à Versailles, qui est animé par le mouvement Fondatio. Voilà, et nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette soirée qui est l'une des nombreuses soirées du cycle Acteurs de changement porté par essentiellement les centres de fondation en France, le centre de l'Évière et de l'Ermitage, et en partenariat avec nos amis protestants du Centre 8 à Versailles et d'autres partenaires comme la Croix, la mairie d'Angers. Voilà, merci à chacun pour votre contribution pour ce cycle de conférences qui a débuté en septembre dernier avec l'intention, par rapport à la situation de notre société et de notre monde, de proposer des conférences pour prendre de la hauteur et comprendre les enjeux des différents sujets, que ce soit climatique, social, qui touchent aux questions d'écologie intégrale, mais pour aussi entendre des témoins et être amené à réfléchir sur comment agir à son échelle propre. Voilà, et donc faire le lien entre les enjeux d'un niveau macro et puis notre quotidien, comment est-ce qu'il peut être impacté par ces questions-là et quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous pour être chacun là où il est, acteur de changement. Avec un désir pour nous de prendre chacun où il en est. Certains d'entre nous, d'entre vous, sont déjà très engagés dans des actions, dans des changements voilà, de rapport à la consommation, dans des questions écologiques. D'autres sont plus loin de ces questions-là, découvrent ces questions. Et pour nous, c'est important que chacun puisse être pris tel qu'il est, dans son étape, avec voilà, le désir de ne culpabiliser personne, de respecter les chemins des uns et des autres. Et ce soir, comme vous l'avez constaté, malgré la météo pluvieuse de ces dernières semaines, l'été approche, les vacances approchent, le déconfinement approche, et donc je pense que certains d'entre nous sont pris d'envie de vacances, de voyages, de changer d'air, de changer d'horizon. Et donc, il nous paraissait intéressant de vous proposer cette thématique sur la question des vacances bas carbone. Comment cette question de l'enjeu de réduire notre empreinte écologique peut aussi être pris quand on regarde nos vacances. Voilà, et pour parler de ça, on va accueillir, et je la laisserai se présenter, Gaëlle Rubéillon, qui est une experte dans les questions de transition pour la cohérence écologique. C'est son métier d'accompagner des organisations dans ces chemins-là de transition pour être plus cohérent sur le plan écologique. Voilà, qui va avoir une présentation d'une trentaine de minutes. Et puis nous entendrons aussi Anaïs et Jérémy qui, eux, se sont posés déjà il y a plusieurs années cette question de comment intégrer l'enjeu de réduire au maximum leur empreinte carbone, notamment pour leurs vacances, et qui nous témoigneront de leur expérience et voilà, de leur chemin par rapport à ces questions-là. Et suite à ces 2 prises de parole, on ouvrira un temps de questions-réponses, s'il y en a. Voilà. Et ben, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais laisser la parole à Gaëlle. Merci Benoît, bonsoir à toutes et à tous. Du coup, juste pour me présenter brièvement, là je travaille à Fondatio, notamment à l'Ermitage, sur les questions de transition écologique, de cohérence écologique plus précisément. Et sinon, je suis à mon compte justement pour, comme disait Benoît, accompagner les structures, collectivités, ou faire des interventions au milieu scolaire et autres sur les questions de transition écologique avec notamment des outils pédagogiques. Euh, j'ai j'ai travaillé dans une agence de voyage il y a très longtemps sur une agence de voyage durable. C'était intéressant et du coup, voilà, et j'ai beaucoup voyagé aussi. Et du coup, je pourrais aussi, enfin, s'il y a des questions sur ça, je pourrais aussi témoigner un petit peu.
Et donc voilà, donc là je vais commencer l'introduction. Partir à l'aventure, visiter, aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres terroirs, partir en vacances, escapade, tour du monde, autant de mots, de formules, d'expressions pour évoquer le voyage. Un mot qui nous vient tout droit du latin, viaticum. À cette époque, évidemment, le mot inclut les provisions, l'argent, le chemin, la route, le temps. Les avions sont encore loin et la planète, quant à elle, n'est pas encore à bout de souffle. La notion de vacances est apparue avec l'arrivée des 5 semaines de congés payés en 1982. Autrefois réservées à une élite, les vacances deviennent alors accessibles à tous. Le tourisme se développe au profit des pays industrialisés et de leurs habitants. On veut aller plus loin, toujours plus vite. On ne dit plus « j'ai découvert telle région, tel pays ». On dit « j'ai fait », comme s'il fallait cocher une to-do list. S'évader le temps d'un week-end à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres pour quelques dizaines d'euros est devenu possible et stylé, fun. Je vais reprendre juste un extrait d'un livre. Là où le voyage était un besoin au XVIIIe siècle pour devenir un homme, se former, parachever son âme et son intelligence, il devient quelque chose de statutaire au XIXe siècle, puis une simple façon de s'éclater aujourd'hui. C'est de Martin de Viry dans Tous touristes. Évidemment, tout cela a un prix. Et aujourd'hui, ce prix, c'est notamment notre planète qui le paie. Peu à peu, des voix s'élèvent pour dénoncer cette consommation du voyage. Le fly scam, la honte de prendre l'avion, est apparu en Suède. Les ONG et plateformes européennes montent des campagnes contre l'aviation. Le tourisme de proximité revient au goût du jour. Bon, on ne va pas se mentir, la crise sanitaire a donné un coup de pouce à cette prise de conscience. Mais plus que la crise sanitaire, nous devons de changer notre rapport au voyage, lui redonner du sens, voyager en pleine conscience et de manière cohérente. C'est pourquoi nous nous déplaçons à l'autre bout, du monde risque de disparaître à cause de notre passage. Et peut-être aussi faut-il remettre en perspective notre chance, notre privilège d'occidentaux à nous déplacer là où on le souhaite. Population mondiale. Des milliers d'alternatives de vacances bas carbone, donc qui n'émettent pas d'émissions CO2, de vacances qui continuellement, elles nous rendent heureux et se transforment en souvenirs inoubliables. Alors expérimentez-les, partageons-les, parlons-en. Évidemment, comme le disait Benoît tout à l'heure, on n'est pas là pour juger ni pour stigmatiser telle ou telle pratique. On est là pour comprendre pourquoi on doit changer notre comportement, notre façon de voyager, notre rapport au temps, mais surtout pour mettre en avant la multitude d'initiatives qui existent en France, en Europe et même autour du monde. Du coup, j'avais contacté d'autres structures pour qu'elles puissent aussi témoigner et tout. Malheureusement, à cause des circonstances et du coup, beaucoup de temps partiel n'ont pas pu se rendre disponibles. Mais on est très content d'accueillir Anaïs et Jérémy d'Elken Clubberry. C'est un petit blog de voyage, Voyager autrement, qui nous partageront leur expérience depuis Buc à vélo un peu partout en France. Alors, je vais vous partager mon écran maintenant. Hop. Hop. Alors, pourquoi est-il nécessaire de repenser notre manière de voyager? En fait, là, on va surtout parler de climat et d'urgence climatique, parce que c'est notamment ce pourquoi on doit réagir. Pourquoi est-il nécessaire de repenser notre manière de voyager? En fait, c'est comme dans la vie de tous les jours, tout ce qu'on fait implique des conséquences. Et du coup, c'est comment on peut répondre aux enjeux de notre société tout en voyageant. Et donc ça,
toujours en répondant à la justice sociale, donc les questions de solidarité internationale, d'équité, d'égalité sociale, d'accessibilité, et tout en répondant aux questions environnementales. Donc, préservation de la nature et préservation de l'espèce humaine. Donc ça, c'est vraiment se dire qu'on peut voyager en répondant aux enjeux de notre société. Un état des lieux rapide, qui peut faire un peu bizarre, mais la communauté scientifique est quasiment unanime, donc on parle de quasi-consensus sur le fait que l'activité humaine émet des gaz à effet de serre. Donc généralement, le gaz le plus connu, c'est le CO2, le dioxyde de carbone, mais il y en a d'autres, et que c'est ces derniers qui sont responsables du réchauffement global de la planète. Du coup, sur les deux courbes que vous avez là, donc celle à votre gauche montre l'évolution des gaz à effet de serre, et celle à droite, l'évolution des températures sur la planète. Donc, on voit, il y a une corrélation. Et donc, ça montre que, en fait, nos modes de vie, donc l'activité humaine, provoquent un réchauffement de la planète. Donc, les conséquences de ce réchauffement climatique, c'est juste une petite... c'est simplement des faits et en fait il y en a d'autres, mais du coup on va pas s'axer complètement là-dessus, mais on peut parler d'élévation du niveau des mers, 3 mm par an, du réchauffement des océans, de l'acidification des océans, et donc ça va perturber le cycle de vie maritime, donc l'alimentation des poissons, des planctons, etc. Fonte de la banquise, du permafrost et des glaciers, augmentation des incendies, des sécheresses, les canicules, mais ça, vous vous en rendez compte vraiment, puisqu'on le vit aussi en France. Augmentation des catastrophes naturelles, on va juste voir un graphique juste après. Perte de la biodiversité terrestre. Ça ne nous impacte pas directement à proprement parler, mais du coup, on a, c'est des effets secondaires se répertoriés sur l'homme, mais du coup, la baisse des rendements agricoles, nous, ça nous impacte directement. La diminution des ressources en eau, c'est la même chose. Destruction des habitats, c'est pareil. Développement des zones d'infection et de maladies, donc le développement des virus, et on peut parler notamment entre autres du coronavirus, mais ça pourrait être d'autres virus, disparition de peuples autochtones, etc. Et en fait, si jamais vous voulez aller plus loin sur ce plan-là, je vous conseille de faire une fresque du climat. On en propose, il y a pas mal de gens qui la proposent et tout. Donc, si vous avez l'opportunité de faire un atelier fresque du climat pour aller plus loin, vous pourrez découvrir encore plus de cause à effet. C'est vraiment très intéressant. Donc là, je vais vous montrer donc, les deux courbes. La courbe des catastrophes naturelles dans le monde et les températures. Les températures, du coup, ça, vous connaissez aussi les records de chaleur en France. Il y en a beaucoup. Et du coup, ils sont surtout sur ces dernières années. Donc ça, c'est juste des faits. Je vais vous partager un quiz que vous allez pouvoir... alors, sondage, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que Marie, du coup, tu peux, depuis ton ordinateur, lancer le sondage 1? Ou ça ne marche pas non plus? Je ne sais pas. Tu penses que ça marche avec en même temps que le diaporama? Ah peut-être c'est ça qu'il faut que j'arrête. Pardon. Je ne sais pas. Hein. Vous êtes connecté depuis un autre appareil. Votre sondage est inactif. Ah. Moi, j'ai pas accès au sondage. Dans la barre en bas, c'est marqué sondage. À côté discussion et participants. Ah oui, ça me met pareil. Tu as accès au sondage 1. Un autre appareil. Alors, eh bien, tant pis. On va faire sans. Est-ce que, du coup, je vais juste poser la question. Est-ce que quelqu'un sait... est-ce que quelqu'un sait quel est l'impact carbone moyen d'un Français en tonnes équivalent CO2 par an? L'empreinte carbone. En fait, ça veut dire à combien
en équivalent émissions carbone, combien on pollue? Combien on émet de CO2 par an et par personne? Alors, les réponses arrivent. Aveline, 10, 15, 12 tonnes pour Luc. Et bien, du coup, on a des experts du climat, c'est parfait. Ouais, on est en moyenne à 12 tonnes. Donc, bravo à tous. 12 tonnes. Et est-ce que vous connaissez la cible que l'on doit atteindre le plus rapidement possible pour respecter l'accord de Paris et donc rester en deçà des plus 2 degrés d'ici à 2100? Peux-tu redire la question, s'il te plaît? Quelle cible, donc là on part des 12 tonnes, quelle cible doit-on atteindre le plus rapidement possible pour respecter l'accord de Paris et rester en deçà des plus 2 degrés d'ici à 2100? En fait, c'est un peu ce qui s'est passé, l'accord de Paris de 2015. Du coup, on a parlé beaucoup climat et du coup, il y a un objectif à atteindre le plus rapidement possible afin qu'on n'augmente pas considérablement les températures et du coup qu'il y ait un risque d'emballement qu'on ne puisse absolument pas du tout gérer. Alors, les propositions dans le questionnaire, normalement, c'était moins de 2 tonnes, 3,5 tonnes ou 6 tonnes. Mais ouais, dans les réponses, donc c'est ça, c'est moins de 2 tonnes, enfin c'est 2 tonnes ou moins. Et même si on en croit, pour ceux qui connaissent la stratégie nationale bas carbone, il faudrait atteindre les 1,3 tonnes d'ici 2050. Donc, on doit passer de 12 à moins de 2. Donc, ça veut dire diviser nos modes de vie par 6. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Je vais repartager mon écran. Du coup, voilà, notre empreinte carbone, autrement dit, nos émissions liées à notre mode de vie prennent en compte le transport, l'alimentation, les biens de consommation, donc tout ce qui va être achat neuf notamment, le logement ainsi que les services publics. Et tout ça, on arrive à 12 tonnes en France en moyenne, entre 10 et 12 tonnes selon les chiffres et tout, mais là, du coup, on va se baser sur les 12 tonnes. Il faut qu'on atteigne les 2 tonnes. Et donc, évidemment, vous vous rendez compte que pour le voyageur, vu que c'est notre sujet aujourd'hui, eh bien, le transport est quand même fait partie des gros impacts puisque le principal poste d'émission du voyageur est évidemment le transport. Et du coup, sur les 12 tonnes, chaque Français émet 2,9 tonnes dans les transports. Donc, c'est quasiment un quart. Et donc, c'est essentiellement la voiture donc sur notre empreinte carbone parce qu'on utilise régulièrement la voiture, puis l'avion, les trains et les bus et le fret. Et donc, pour vous montrer à quel point pour le voyageur, ça va être important, j'ai donc Tour du Mondiste, c'est un site internet qui parle notamment du Tour du Monde et du voyage plus globalement, qui a fait des calculs et qui a calculé, enfin, en gros, un Tour du Mondiste, donc quelqu'un qui fait le tour du monde sur un an, va prendre en moyenne 14 fois l'avion, en classe économique. Et donc, il va émettre en moyenne 15 tonnes équivalent CO2 uniquement pour le transport en un an. Si on ajoute l'alimentation, la consommation, le logement, le service public, etc., on dépasse les 20 tonnes. Les 20 tonnes, c'est 10 fois plus que le quota carbone individuel souhaitable. Donc là, on comprend qu'il y a un truc qui n'est pas possible. On peut pas, enfin, si on veut vraiment une vie souhaitable pour tous, on ne peut pas se permettre de faire ce type de projet. Et en même temps, comment on peut faire pour faire autrement? Alors, je vous propose pour les questions, comme ça, vous pouvez les mettre de côté. Enfin, si jamais il y a des questions, vous pouvez les mettre de côté, les écrire, etc. Et on pourra y répondre après. Notamment, s'il y a des questions techniques que vous ne comprenez pas, on pourra y revenir. Alors, l'avion, on va faire un tout petit point sur l'avion.
est un moyen de déplacement réservé aux riches qui impacte les populations les plus pauvres. Alors, même si, en fait, il y a le low cost, etc., c'est quand même quelque chose qui est réservé aux riches de manière générale. Un aller-retour Paris-Madrid, c'est 0,34 tonnes de CO2, équivalent CO2. Un aller-retour Paris-New York, 1,8 tonnes CO2, équivalent CO2. Donc là, on atteint quasiment le 2 tonnes, l'objectif à atteindre. Donc ça veut dire qu'avec seulement un aller-retour Paris-New York, on ne pourrait pas finalement avoir autre chose. On ne pourrait pas s'habiller, on ne pourrait pas se loger, on ne pourrait pas se nourrir. On pourrait faire que, si on avait ce côté-là à respecter impérativement, on pourrait faire que ça. C'est juste pour nous positionner par rapport à notre facilité à voyager à l'autre bout du monde sans se rendre compte des impacts que ça a sur l'environnement. Et pour mettre en perspective toutes les inégalités sociales par rapport à l'avion, dans le monde, seulement 10% de la population a déjà pris l'avion. En France, la moitié des distances parcourues en avion, donc 50% du trafic, sont effectuées par seulement 10% de la population. Donc, la plupart des gens ne prennent pas l'avion, en fait, dans le monde. Et le trafic aérien en France, c'est 49% lié au tourisme, 28% pour le travail et 23% pour la famille, notamment les gens qui sont expatriés ou qui ont de la famille dans les DOM et autres. Donc, nous, on veut s'axer sur le tourisme et diminuer cette part dans l'esprit de faire des vacances bas carbone et du coup, ne pas impacter l'environnement. Moins l'environnement. Donc ça, le petit graphique, c'est du coup l'empreinte carbone par moyen de transport en grammes équivalent CO2 par passager et par kilomètre. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas l'avion forcément le pire, dans le sens où c'est par kilomètre. Mais au final, c'est beaucoup. Enfin, les avions, là, 250 passagers et 170 passagers, finalement, c'est ceux qui vont impacter le plus parce que c'est rare qu'on fasse seulement 10 km en avion. On fait plutôt des très grandes distances et du coup, adapté au kilomètre, et bien du coup, on en impacte beaucoup plus. Mais du coup, nous, on va s'axer sur les petites propositions qui émettent peu. Du coup, l'autostop, ça émet peu. Le vélo, ça émet peu. Le voilier, ça émet peu. Les cargos, ça émet peu. Et le train électrique. Après, on peut les voitures bien remplies, etc., etc. Et donc après, vous voyez à peu près à quel point on augmente très, très, très rapidement son impact carbone en fonction des transports choisis. Alors, il n'y a pas que le transport dans les vacances. Il y a aussi tout ce qui est ailleurs, donc la consommation, le logement et l'alimentation. Et du coup, souvent, on va voir les vacances comme un moyen de faire des choses exceptionnelles, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et qu'on va absolument découvrir et autres. Et en même temps, souvent ou parfois, du coup, ces choses-là qu'on n'a pas l'habitude de faire vont avoir un impact sur l'environnement. Et du coup, ou sur les droits humains ou sur notre santé. Et du coup, c'est essayer de se rappeler dans nos vacances que ce serait chouette d'être cohérent jusqu'au bout et du coup, d'adapter notre cohérence à notre voyage. Et du coup, c'est vraiment à portée de main, hein, donc c'est pas non plus très, très difficile. Donc, pour la consommation, les équipements, privilégier la location, le prêt entre amis, les ressourceries sportives, donc ça existe. Des bagages légers aussi. Ne pas oublier son kit zéro déchet, la gourde, le gobelet, les couverts, la popote. Éviter les trucs en plastique à usage unique, en fait. Du coup, ne pas avoir besoin d'acheter des bouteilles en plastique et autres. Et le petit truc, la petite note d'attention, c'est éviter les loisirs polluants. Le quad, le jet ski, le motoneige, etc., qui vont vraiment avoir un impact négatif sur les vacances. Et est-ce qu'on en a vraiment besoin? Du coup, ça, on se posera la question par ailleurs. Et tout ce qui est attraction qui contribue à la maltraitance animale. Donc là, c'est pour ceux qui partent, lorsque vous partez à l'étranger, notamment, ou même en France, en fait, lorsque vous voyez des pratiques animales pas forcément très cohérentes ou assister à une maltraitance animale, évitez de soutenir ces projets-là ou autres. Et du coup, bien penser à faire attention à ça. Et les logements,
En fait, pour limiter son impact, c'est éviter les grosses chaînes de manière générale. Et du coup, tente, hamac, couchsurfing, on en reparlera, location, échange de maison, ça existe, gîte, maison d'hôte, éco, hôtel, lodge. En fait, il y a de plus en plus de possibilités. Et du coup, ça, enfin, on est tous à même de trouver des alternatives beaucoup plus durables que ce qu'on nous propose dans le marketing du voyage. Et l'alimentation, bah, du coup, ça, c'est privilégier le végétal, mais en fait, du coup, ça dépend où on est. Et ça, j'ai totalement conscience que ça dépend de chacun aussi. Le fait maison, le zéro emballage. Et donc là aussi, on est un peu aussi dépendant de ce qui se passe sur place. Je vais juste passer rapidement sur le rapport au temps et à la distance. Alors, je ne suis pas sûre que je peux finir. Beaucoup de personnes font l'expérience d'un profond déséquilibre qui les pousse à faire des choses à toute vitesse pour se sentir occupés dans une hâte constante qui, à son tour, les amène à renverser tout ce qu'il y a autour d'eux. Cela a un impact sur la manière dont on traite l'environnement. Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver l'harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux. Laudato si, paragraphe 225. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait, c'est l'idée de repenser le voyage et notamment de se poser la question de pourquoi on voyage. Et donc, souvent, il y a une raison ou il y a simplement une envie de découverte, mais selon les personnes, ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses. Donc là, c'est juste les listes de pourquoi on voyage. Et potentiellement, vous avez... Et ce que je vous invite à faire pour votre prochain voyage, c'est de vous demander pourquoi cette destination. Si cette destination implique l'avion, existe-t-il une autre destination qui pourrait m'apporter ce que je recherche? Quelle énergie vais-je devoir y mettre? Du coup, en temps, en argent et autres, le nombre d'heures de transport, etc. Du coup, c'est repenser le voyage. Enfin, par exemple, je me dis, j'ai envie d'aller, j'ai très envie d'aller visiter le Mexique et tout, les temples aztèques, oui, je me trompe pas, je crois, me tentent vraiment. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que je pourrais pas découvrir aussi autre chose plus proche sans prendre l'avion? Et si je décide vraiment d'aller au Mexique, est-ce que j'ai du temps pour finalement faire le voyage à la voile ou autre? Pourquoi pas? En fait, c'est juste se préoccuper de vraiment pourquoi conscientiser ce voyage-là, le prendre en pleine conscience. Dans l'idée de transformer son imaginaire du voyage, son rapport au temps, son rapport à la distance, on parle de sobriété heureuse et je vous propose juste de lire. Du coup, le passage, enfin le paragraphe 223 de Laudato si. La sobriété. Est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous voyez, vous arrivez à me voir en même temps? Ouais, super. La sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente est libératrice. Ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire. Car, en réalité, ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas et qui font l'expérience de ce qu'est valoriser chaque personne et chaque chose en apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. Ils ont ainsi moins de besoins insatisfaits et sont moins fatigués et moins tourmentés. On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d'apprécier d'autres plaisirs et qu'on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et l'art, dans le contact avec la nature, dans la prière. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu'offre la vie. La sobriété heureuse.
Donc, pour les vacances bas carbone, on invite du coup, à voyager peut-être moins souvent, moins loin, plus longtemps, plus lentement, redéfinir ce qui est nécessaire, redéfinir ce qui est exotique. Exotique, ça vient du grec exoticus, je crois, exotikos, exoticas, je sais plus exactement, mais exo, c'est en dehors, vraiment dehors. Et du coup, en fait, le dehors, ça peut être aussi juste à la sortie de chez nous. Et du coup, découvrir ce qu'il se passe à côté de chez nous, c'est aussi voyager. Et donc, c'est peut-être aussi remettre ça en perspective par rapport à cette envie d'aller découvrir le monde un peu partout. En fait, juste en sortant de chez toi, on peut aussi voyager. Alors, je vous mets un défi pour les prochaines vacances. En fait, de partir de là où vous en êtes, vous, pour vos vacances, pour vos voyages, de se dire, bah, si j'ai tendance à voyager en avion, est-ce que cette fois-ci, je me dirais, peut-être cette année, je voyage pas en avion. Alors du coup, effectivement, ça va être plus facile dans le sens où ça va être compliqué avec le virus, mais enfin, c'est possible, hein, mais c'est plus complexe. Mais du coup, voilà, c'est peut-être sur cette liste-là ou peut-être sur une autre liste que vous pouvez vous créer en fonction de qui vous êtes, de votre rapport au voyage. Eh bien, trouver ce qui pourrait vous convenir et faire un petit effort en faveur des vacances bas carbone. Si vous voulez, après, vous pourrez partager vos petits défis à la fin de la conférence. Et là, je vais vous parler des solutions durables et heureuses qui existent et qui impactent moins l'environnement. Les vacances à pied. Donc, dans les vacances à pied, il y a plein de choses qui existent. Donc là, je vous en ai mis un petit peu. Mais la Fédération française de randonnée, du coup, qui expose toutes les randonnées qu'il y a un peu en France et qui parle aussi de l'environnement, de la préservation environnementale derrière. Toute Montgélière, donc toutes les grandes randonnées. Et d'ailleurs, sur l'image que vous avez, c'est le GR20 en Corse. Donc en plein milieu des montagnes et pas très loin de la mer en même temps, du coup plutôt joli. Visorando, donc qui est un site un site internet et aussi une application pour les smartphones pour trouver toutes les randos proches de chez vous. Donc pour ceux qui souhaitent aller randonner, vous êtes à côté de Versailles, vous souhaitez aller randonner, en fait il y a toutes les randos qui sont sur cette application. Donc c'est plutôt pratique même pour un week-end. Station Trail, donc ça c'est plus pour les côtés sportifs. Enfin, il y a aussi il y a autant, il faut vouloir marcher, quoi, vraiment marcher. Et Helloways, qui est une communauté qui rassemble des idées de balade et micro-aventures. Le Couchsurfing, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un réseau d'accueil pour tous les voyageurs. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez être accueillant et accueillir des voyageurs chez vous, ou alors voyager chez les gens. Et du coup, c'est vraiment source de rencontres et d'échanges, parce que la plupart des gens qui accueillent sont plutôt friands des histoires, de parler de soi ou de parler de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont fait, etc. Et du coup, généralement, on va partager une soirée autour d'un repas. C'est plutôt chouette. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de le faire. Ça vaut vraiment le coup. Et le stop, alors on a tendance à l'oublier ou à en avoir peur parfois. Et en fait, c'est un excellent moyen de voyager. Et c'est vraiment, les rencontres qu'on y fait sont assez improbables parce que clairement, vous n'auriez a priori pas rencontré ces personnes-là en dehors de ce stop. Et c'est une expérience plutôt chouette à découvrir. Enfin, généralement, quand on commence, c'est difficile d'arrêter. Vélo. Alors, tout à l'heure, donc Anaïs et Jérémy vont pouvoir témoigner de ça et tout, mais là, je vous mets quelques idées. La Vélocénie, la Vélo Française, la Méditerranée à vélo, la Vélodyssée,
la grande traversée des Alpes pour les plus sportifs, l'échappée Wallonne, Transwallonne, pardon, l'Eurovélo 3, 4. Bon, il y a les autres Eurovélos, mais du coup, ceux-là, ils sont quand même plutôt chouettes à découvrir. Et des côtés beaucoup plus sportifs, où les 7 majeurs, ce qui est 7 sommets dans les Alpes. Donc là, il faut en avoir dans les pieds. Le transcontinental, qui est plutôt des grands trajets à travers l'Afrique, enfin à travers tout un continent. Et du coup, pour les cyclistes, pour les amateurs de vélo, il y a le réseau d'accueil Warm Showers, qui, pareil, là, vous avez besoin d'une douche, vous avez besoin d'un endroit pour dormir. En fait, du coup, sur ce site-là, vous allez retrouver tous les gens qui peuvent accueillir des gens qui font exclusivement du vélo. Du coup, c'est une petite communauté, une grande communauté. Mais du coup, c'est vraiment chouette à découvrir. Et donc, il y a vraiment le côté chaleur enfin, chaleureux de l'accueil et de la rencontre. Et il y a Alternativa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tour participatif, un tour à vélo participatif à la rencontre des alternatives durables. Donc, généralement, vous pouvez les rejoindre d'un point A à un point B sur tout le trajet en France. Et du coup, c'est assez chouette. Et vous rencontrez plein de gens de plein d'univers différents. Au fil de l'eau, alors pour ceux qui sont plutôt fans de la voile ou des croisières, du coup, on a la fondation Belém, Nordec Croisière. Nordec Croisière, en fait, leurs bateaux à voile sont vraiment incroyables. C'est vraiment des bateaux historiques, etc. Donc, c'est vraiment chouette. Mer et Voyage International, je ne pourrais pas le prononcer, Freisen, je ne fais pas d'allemand encore. Voie navigable, pardon, de France. Vogue avec moi, qui est... ouais, Vogue avec moi, et la bourse aux équipiers, qui est un peu le Blablacar du bateau. Et en prime... En fait, je ne sais pas si vous connaissez Maxime de Rostolan, mais tout à l'heure, je savais qu'il y avait un projet de voile qui était en cours. Et du coup, il m'a confirmé que du coup, ça allait sortir ce week-end, mais pour l'instant, il n'y a rien. Maxime de Rostolan, Maxime Blondeau et Arthur Levaillant sont en train de mettre en place une plateforme exprès pour les voyages à la voile. 3 formules de voyage, des lignes régulières, du blabla-bot, c'est un peu comme le blablacar, du covoiturage, du cobaturage du coup, et les flottilles transat. Donc normalement, ça devrait sortir ce week-end. Donc ça, c'est pour les choses en bateau, au fil de l'eau. Donc évidemment, les ferries, on n'en parle pas, ça émet énormément. Du coup, c'est pour ça qu'on n'en parle pas vraiment. En revanche, les cargos, là, internationales, le truc allemand, en parle, c'est des expériences spéciales à vivre, c'est sur des longs trajets du coup, plus longs trajets. En train, on a le pass Interrail, pour ceux qui connaissent, c'est un pass qui permet de faire le tour de l'Europe ou une partie du tour de l'Europe. En fait, vous réservez pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, plus longtemps. C'est un pack et du coup, il y a des tarifs jeunes ou seniors. Enfin, jeune, c'est moins de 26, il me semble. Et senior, je ne sais plus à partir de quel âge je sais. Et du coup, vous avez des destinations partout en Europe et vous voyagez en train. C'est vraiment chouette. C'est une drôle d'expérience. Vous vous retrouvez dans des trains perdus en Europe de l'Est, parfois sur des histoires assez, vraiment des anecdotes de voyage. Et vous rencontrez vraiment beaucoup de gens. Il y a Globétique qui propose des voyages en train en Europe. Du coup, c'est fait, hein, c'est préparé et tout, mais du coup, vous voyagez 100% en Europe. Charlotte, qui est à l'origine de ce projet, est vraiment chouette, est complètement investie dans la cause vacances bas carbone. Et il y a le monde en train aussi, pour découvrir le monde de manière plus globale en train. Et on parlera notamment du transsibérien pour rejoindre l'Asie en train depuis l'Europe. Et d'ailleurs, le plus long trajet qu'on peut faire en train part de l'Espagne et va jusqu'au Vietnam. Du coup, on peut faire tout ça en train simplement. Et du coup, tout en découvrant plein de paysages. Donc, il faut avoir un peu de temps. Mais c'est super, enfin, ça peut être vraiment intéressant pour un voyage de longue durée. Et pour aller plus loin dans l'engagement, il y a Railcop
Et Railcoop, c'est une société qui, avec l'ouverture de la concurrence à la SNCF, c'est une coopérative qui se crée avec du coup le financement de citoyens pour rouvrir des petites lignes en France sur des lignes de TER avec des anciennes voies ferrées. Et du coup, pour rejoindre par exemple, de Lyon à Bordeaux, généralement, on est obligé de passer par Paris. Et donc là, c'est de rouvrir toutes ces lignes qui sont dans le creux, dans le centre de la France, là. Et du coup, il y a plusieurs lignes qui sont en projet. Du coup, vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour aller voir ce qui se passe là-bas. La ferme, on n'y pense pas vraiment, mais il y a plein de possibilités de voyager en France et découvrir tout le milieu rural au cœur des paysans, qui est une association indépendante pour tisser du lien entre la ville et le monde agricole. Accueil paysan, qui aurait dû être là, mais qui ne pouvait pas venir. Et donc là, c'est vraiment aller dans une ferme et vivre dans la ferme, tout en ayant l'opportunité de goûter, enfin de manger les produits des paysans, de visiter ou de participer à des activités. Et donc ça, à faire en famille, entre amis ou tout seul, enfin c'est vraiment chouette. Au Lavache, c'est un peu pareil, mais plus commercial. Et du coup, c'est plutôt des packaging, vous pouvez faire que seulement un week-end, etc. Et sinon, il y a WOOF, le Worldwide Opportunity on Organic Farm, donc qui est le réseau mondial des fermes et jardins biologiques pour découvrir l'agriculture biologique. Donc, il y a un réseau en France, mais du coup, évidemment, c'est à l'international. Donc, vous pouvez aussi aller faire du woofing, le woofing en Irlande, en Espagne, etc. Donc, ça, c'est pour découvrir et travailler un petit peu, donc en échange de l'hébergement. Désolée. À dos d'âne ou de cheval, on n'y pense pas, mais c'est des chouettes découvertes. Du coup, il y a le fameux le chemin de Robert Louis de Stevenson, pardon. Et du coup, il y a plusieurs assos qui accompagnent les voyageurs là-dessus, notamment donc celle que j'ai mis là, mais sinon il y en a d'autres. Et du coup, pour avoir plus d'informations sur les randos en âne ou à cheval, il y a la FNAR, Géo-Cheval et Cheval d'Aventure. Et la micro-aventure Davaï Davaï, qui est... Alors ça, c'est un peu plus... c'est pour des courtes périodes avec des défis un peu fous. Notamment, vous avez des courses en stop de Paris à un point en pleine Cambrousse et tout. Du coup, vous finissez par un festival, etc. Du coup, c'est autant de l'aventure qu'une course et que de rencontrer plein de gens. C'est une autre forme du voyage. Espace évasion aussi. Et donc, Chiloé, qui est une plateforme qui était à l'origine juste des idées de micro-aventures et qui est devenue une plateforme, donc une sorte d'agence de voyage qui propose des petites micro-aventures partout en France. Et toutes les aventures sont testées et proposées par des micro-aventuriers. Donc, des gens comme vous et moi qui auraient une idée et qui pourraient proposer une activité. Donc, il y a des propositions payantes et des propositions qui sont gratuites aussi. Voilà. Et donc ça, c'est à peu près tous les livres qui parlent de vacances et de vacances bas carbone en France notamment et à l'étranger. Mais du coup, ça, c'est les livres français. Donc, ça peut vous donner une idée, un aperçu. Et donc, je vais laisser la parole à Anaïs et Jérémy pour parler de leur aventure, eux, à vélo. Je vais éteindre mon... Est-ce que Anaïs et Jérémy sont là? Oui, c'est bon, super. Vous pouvez prendre la suite. Je vais juste allumer le micro. On arrive, on arrive. Voilà. On va partager un écran aussi. Alors. Voilà. C'est bon. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Parfait. Ok, super.
Alors, du coup, nous, dans notre expérience du voyage bas carbone, pour le moment, ça a surtout été le voyage à vélo. Donc, on va surtout parler de ça ce soir avec vous. Du coup, pour dire qu'on n'est pas non plus des extraterrestres qui voyageons à vélo depuis super longtemps, en fait, nous, on a découvert ça assez récemment et avant, jusqu'en 2019, on était des gros consommateurs de voyages et surtout de road trip souvent lointains, donc avec un billet d'avion et puis une location de voiture et plusieurs centaines voire milliers de kilomètres en 2 semaines en général. Donc on a découvert l'Islande, l'Écosse, les îles Canaries, l'île de la Réunion, le Québec. Et en fait, au fur et à mesure de nos voyages et de nos réflexions aussi personnelles, on a eu une prise de conscience écologique et aussi des expériences de voyage. En fait, ces road trips, à terme, ont fini par nous paraître trop rapides, on était trop pressés, on voulait tout voir, on n'avait jamais assez le temps. À la fin, on a même, on ressentait même presque de la frustration. C'est ce qui nous est arrivé au Québec. On a fait un road trip de 2 semaines au Québec. Et en fait, on se retrouvait dans des paysages magnifiques comme sur la photo, mais à se sentir frustré parce qu'on avait qu'1 jour pour explorer un super parc naturel qui donnait envie de rester plusieurs jours et de s'attarder sur les chemins de randonnée. Donc ça, associé à notre prise de conscience de l'impact de l'avion dont Gaëlle a très bien parlé et aussi de la voiture individuelle, nous ont fait nous questionner et nous demander si on n'y avait pas une autre façon plus respectueuse de l'environnement et de la nature qu'on adorait découvrir, qui nous permettait de voyager aussi. Et c'est là qu'on a découvert le voyage à vélo. Donc sur le concept, on s'est dit un road trip plus lent sans moteur, ça nous paraissait comme une bonne idée à tester. Donc pour vous donner juste quelques chiffres sur le voyage à vélo, en Europe, c'est 85 000 km de véloroute qui sont répartis sur 16 itinéraires. Donc c'est la photo qu'on voit, enfin l'image qu'on voit à côté. Donc il y en a dans tous les pays. Donc il y a possibilité vraiment, si on a le temps, d'aller découvrir l'Europe en profondeur à vélo. Et en France déjà, sans aller si loin que ça, on a déjà 8600 km de pistes, d'itinéraires balisés qui permettent de découvrir déjà bien notre pays et souvent dans des endroits assez peu explorés et des endroits qu'on ne connaît pas forcément. Donc la première question qu'on peut se poser quand on veut voyager à vélo, c'est est-ce qu'on a besoin d'être un grand sportif? Et en fait, non, pas forcément. Nous, clairement, on n'était pas du tout des adeptes du vélo avant, on n'était pas des grands cyclistes en tout cas. On sortait pas notre vélo le dimanche pour aller se balader en forêt. On prenait le vélo juste pour aller depuis Buc à Versailles faire quelques courses. Donc c'était vraiment très occasionnel. Mais malgré ça, malgré le fait qu'on n'était pas des très grands sportifs, on a quand même réussi dès nos premiers voyages à faire 60 à 80 km. Et vous n'êtes même pas obligé de faire autant, chacun crée son voyage comme il le veut, c'est ça qui est bien avec le voyage à vélo. Vous pouvez très bien imaginer un voyage où vous faites 30 km par jour si vous avez des enfants ou si vous voulez programmer des visites ou des autres activités, aller visiter des villes, des lieux en fin de journée ou en début de journée. Vous pouvez aussi décider d'aller un petit peu plus vite pour voir plein de paysages variés, pour voir le paysage changer au fur et à mesure et voir un peu plus de pays, on va dire. Et si vous êtes vraiment un grand sportif, on en a croisé pendant nos voyages qui faisaient plus de 100 km par jour et qui faisaient vraiment le voyage à vélo pour le sport et pour un peu avaler du kilomètre. Donc chacun fait comme il veut, donc c'est ça qui est bien avec cette forme de voyage. Ça s'adapte vraiment aux envies de chacun. Donc après, on peut se poser la question aussi de comment commencer le cyclotourisme, parce que forcément, vous avez peut-être un vélo chez vous, vous l'utilisez peut-être pour aller faire vos courses ou pour votre quotidien. En fait, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus pour en tout cas démarrer. Si vous avez déjà un vélo, un porte-bagages, des sacoches ou une remorque, et hop, c'est parti, vous pouvez vous lancer sur quelques jours un peu partout en France en fait. Il n'y a pas forcément d'avoir besoin de matériel très pro pour commencer sur quelques jours. Votre vélo du quotidien pourrait très bien faire l'affaire. Après, si vous voulez faire des voyages un peu plus longs, effectivement, il faudra peut-être s'équiper un peu plus, avoir un bon vélo qui soit robuste, avec une bonne selle, avec un bon guidon, si vous voulez commencer à faire des itinéraires un peu plus longs. Pour vous donner une idée, nos vélos, c'est des vélos bricolés sur base de VTT avec des cadres en acier.
qu'on a acheté sur le Bon Coin d'occasion. Donc pour vous donner une idée de où on a eu nos vélos, et nos sacoches, on les a achetés, on a pris des sacoches étanches de la marque Vaude, et avec ça en fait on avait déjà tout ce qu'il fallait pour partir à vélo. Si vous voulez juste tester le concept parce que vous n'êtes pas sûr, vous voulez pas investir dans des sacoches, ou vous voulez pas forcément investir dans un vélo si vous en avez pas, il y a des locations qui sont possibles sur certains itinéraires fréquentés. C'est notamment le cas sur la Loire à vélo, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait nous aussi en 2019, la toute première expérience de voyage à vélo qu'on a faite. C'était juste un petit week-end sur 2 jours entre Angers et Nantes où on avait loué des vélos à Angers, on les a rendus à Nantes. Et du coup, c'est juste ça peut être une super façon de tester sur un itinéraire qui est en plus facile comme la Loire à vélo et qui est super intéressant avec tous les châteaux et tout ça. Donc c'est vraiment, ça peut être une très bonne introduction à ce type de voyage. D'ailleurs aussi pour débuter, c'est pas mal de choisir un itinéraire qui soit bien balisé, bien aménagé, sans trop de dénivelé. On vous conseille en particulier la Loire à vélo et la Vélodyssée qui sont des itinéraires qu'on a fait en grande partie, on n'a pas fait la totalité, mais on a fait en grande partie, et qui en fait sont la Loire à vélo, ça part de Nevers et ça va jusqu'à Saint-Nazaire, et en fait ça passe par tous les châteaux de la Loire. Donc vous pouvez aller à Chambord, vous allez à Saumur, donc il y a vraiment plein de choses à voir sur l'itinéraire. Donc c'est particulièrement adapté si vous voulez faire des petites journées avec pas mal de visites de châteaux en fin de journée, tout ça. Donc c'est vraiment un itinéraire qui peut être super intéressant pour démarrer. Et la Vélodyssée, ça peut être super sympa aussi l'été. Vous remontez, la Vélodyssée, elle part de Roscoff en Bretagne et elle descend jusqu'à Hendaye, donc à la limite avec l'Espagne. Et en fait, du coup, vous longez quasiment la côte tout du long. Donc ça peut être sympa pour l'été, se faire des journées avec des petites pauses à la plage, avec des visites d'îles comme l'île de Ré, l'île de Léron. Donc il peut y avoir pas mal, ça peut être une formule sympa pour l'été. Donc c'est ce qu'on a fait l'été dernier. Alors, du coup, est-ce que voyager à vélo en France, c'est chouette ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Donc, c'est quand on commence à voyager à vélo en France que je trouve qu'on se rend compte qu'on vit vraiment dans un pays magnifique. Et le fait de voyager à vélo, ça permet vraiment de le découvrir. Donc, en France, il y a plein de véloroutes qui sont balisées, aménagées et accessibles. Donc, c'est ce qu'on voit sur la carte. Vous pouvez les retrouver toutes cliquables avec toutes les étapes sur France Vélo Tourisme. C'est des paysages qui varient souvent aussi parce que déjà rien que sur la Vélodyssée, quand on était entre Bayonne et Royan, on était dans les forêts des Landes, on était entouré de pins, on évoluait dans les forêts des Landes. Ensuite on est monté un peu plus haut vers la Vendée, là c'était des marais salants avec plein d'espèces d'oiseaux, plein de paysages côtiers, de côtes un peu déchiquetées. Donc c'est vraiment déjà sur quelques centaines de kilomètres et en 2 semaines, on peut avoir un paysage qui change radicalement du début à la fin du voyage. Donc on s'ennuie pas en fait. C'est pas un voyage ennuyeux parce qu'on passe la journée sur son vélo, on découvre vraiment des super choses. Et aussi souvent c'est des découvertes un peu hors des sentiers battus. Donc par exemple le dernier voyage à vélo qu'on a fait c'est la Vélocénie, donc Gaël en a parlé un petit peu, c'est la piste qui part de Paris et qui va jusqu'au Mont-Saint-Michel et qui passe par Versailles. Et on peut se dire oui, Paris, Versailles, le Mont-Saint-Michel c'est super touristique, donc c'est un itinéraire qui est fait, qui passe que par des endroits un peu fréquentés, un peu trop touristiques. Et en fait non, on a découvert des endroits qu'on connaissait pas du tout, comme les cascades à Mortain, le château de Phrasé, d'autres sites comme ça qu'on connaissait pas du tout et qui pourtant étaient pas du tout loin de chez nous. Donc c'était vraiment une façon de découvrir aussi un peu des choses méconnues, un peu hors des sentiers battus. Donc pour nous, la France c'est vraiment un terrain de jeu idéal pour débuter le cyclotourisme et après rien ne vous empêche d'aller un peu plus loin, découvrir l'Europe. Nous c'est ce qu'on aimerait faire aussi un peu plus tard, mais pour le moment déjà il y a déjà plein de choses à faire en France. Alors, la question suivante, depuis où partir? Est-ce qu'on peut partir de partout faire du vélo ou est-ce qu'il faut forcément partir de quelque part en particulier et comment on atteint ce quelque part? Donc déjà vous pouvez partir directement depuis chez vous parce qu'il y a par exemple à Versailles, si vous habitez Versailles, la Vélocénie passe par Versailles comme je l'ai dit avant et vous permet d'atteindre le Mont-Saint-Michel et d'aller jusqu'à la côte. Vous pouvez aussi partir depuis une gare en France parce que en fait il est possible de prendre son vélo dans le train. Dans les TER c'est gratuit, donc vous pouvez très bien imaginer un itinéraire à vélo où vous mixez des trajets en TER et des trajets à vélo. Dans les intercités, dans les TGV, c'est payant. Il me semble que tous les intercités acceptent les vélos moyennant paiement.
Et dans les TGV, il n'y a que certains TGV qui ont des espaces vélos, donc encore pas tous. Par contre, vous pouvez aller sur toutes les villes globalement toutes les lignes qui vont vers l'ouest, donc qui vont vers Nantes, qui vont vers Bordeaux, vers Hendaye. Elles vous permettent d'emmener votre vélo moyennant réservation de la place. Voilà. Alors, est-ce que c'est dangereux de voyager à vélo? Normalement, si vous suivez des véloroutes, si vous restez sur des itinéraires balisés et fréquentés, normalement c'est pas dangereux, il n'y a pas de vrai risque en fait. Ce qu'on appelle une véloroute en France, c'est un itinéraire sécurisé, balisé, qui se fait soit sur des pistes cyclables, soit sur des routes partagées, mais avec faible trafic. Donc ce qu'on appelle faible trafic, c'est un trafic inférieur à 1000 véhicules par jour. Donc vous n'allez pas vous retrouver sur une départementale surchargée à vous retrouver à devoir doubler des voitures, à vous faire doubler par des voitures systématiquement. Normalement, vous êtes sur des itinéraires plutôt sécurisés, et nous, en tout cas, les expériences qu'on a jusque-là, on n'a pas eu de mauvaises surprises quand on reste sur l'itinéraire balisé. Aussi, si vous voyagez avec des enfants ou si vous voulez vraiment pas prendre des routes avec des voitures, il y a plein d'infos sur chaque tronçon en fait sur le site de France Vélo Tourisme, c'est très détaillé. Donc vous pouvez voir, en général, ils vous mettent les points de vigilance si vous devez traverser une départementale ou si vous avez des petits passages un peu techniques, vous avez toutes les infos sur le tronçon de votre itinéraire sur France Vélo Tourisme. Donc si vous voyagez avec des enfants et que vous faites un peu attention à ça, ça peut être pas mal d'aller explorer un petit peu plus en détail, voir quels sont les potentiels risques. Et il y a quand même des gros tronçons qui sont sur des voies vertes, notamment sur la Vélocénie, on peut faire Alençon jusqu'au Mont-Saint-Michel quasiment que sur de la voie verte. Donc il y a quand même pas mal d'itinéraires qui sont très sécurisés. Et dans tous les cas, en cas de souci, les véloroutes balisées, en cas de souci technique ou de soucis autres, les véloroutes passent par des villes, sont souvent proches des transports en commun, donc si jamais vous vous faites mal ou si jamais vous avez un petit souci, vous n'êtes jamais loin de la civilisation, en tout cas en France. Donc il n'y a pas de risques principaux. Pour être une véloroute, l'itinéraire doit aussi proposer des moyens de réparer son vélo, donc des services de réparation de vélo. Donc vous en trouvez aussi sur l'itinéraire si jamais il vous arrive un pépin. Donc normalement vous n'êtes jamais complètement livré à vous-même et complètement seul. Il y a aussi toujours d'autres cyclistes sur les chemins qui peuvent vous aider. Il y a une belle solidarité entre cyclo-voyageurs, donc en général vous retrouverez rarement avec un pépin complètement tout seul. Donc c'est pas forcément dangereux de voyager à vélo. Alors, comment gérer l'inconfort en voyage à vélo? Ça, c'est une autre question qu'on se pose souvent, parce que forcément, en voyage à vélo, on est sujet aux éléments, la pluie, le vent, le soleil aussi. La selle de vélo, c'est pas toujours très confortable de rester toute la journée dessus. Donc ça, il y a toujours des moyens de gérer ça. Donc bien s'équiper pour la pluie avec des habits et des sacoches étanches, ça c'est essentiel puisque ça vous permet de toujours avoir des habits, des affaires sèches, et ça c'est quand même l'essentiel pour pas avoir froid si vous partez pas en plein été quand il fait très chaud. Prévoir de quoi se protéger du soleil aussi, c'est super important, même s'il semble faire nuageux, en fait, protégez-vous du soleil quoi qu'il arrive. On a déjà eu des surprises il pleut le matin et l'après-midi il fait très beau et on se retrouve avec des super coups de soleil. Donc prenez de quoi vous protéger du soleil. Prévoyez aussi une bonne selle de vélo si vous voyez qu'en testant une première fois, vraiment votre selle vous fait trop mal, si vous partez 2 jours et que déjà vous avez mal, prévoyez une bonne selle de vélo. Nous en général on a mal un petit peu le 2e et 3e jour parce que forcément c'est le moment qu'on se refasse au vélo, mais après ça passe très très vite en général. Donc c'est pas insurmontable comme douleur. Et si vous voulez, offrez-vous des nuits confortables. Vous n'êtes pas obligé de partir en tente. On ne le fait pas systématiquement en tente, mais on aime bien parce que ça offre une certaine liberté de ne pas avoir à réserver son logement et de pouvoir juste aller arriver dans un camping ou même faire du bivouac. Nous on aime bien ça, mais vous pouvez aussi nous offrir des nuits confortables qui vous permettent de bien vous reposer et d'attaquer la journée du lendemain bien en forme. Voilà, donc ça c'était pour les questions qu'on pourrait se poser avant de commencer, mais quand même la chose la plus importante à rappeler, c'est qu'il y a quand même des aspects super au voyage à vélo et auxquels on s'attendait pas forcément en fait avant de démarrer. Ça offre une sensation de liberté vraiment incroyable en fait. On est sur son vélo, on parcourt le pays avec son vélo à la force de ses jambes. Enfin, c'est une vraie sensation de liberté.
Pour peu qu'on prenne une tente et qu'on se dise qu'on dort un peu là où on arrive, c'est vraiment une sensation qui est vraiment incroyable et qui a rien à voir avec le fait d'avoir un road trip, d'être en road trip, devoir garer sa voiture, trouver un endroit où garer sa voiture. Là, son vélo, on l'emmène un peu partout et c'est vraiment sympa. Souvent on fait des découvertes inattendues, parfois des sentiers battus, des choses qu'on n'attendait pas, des endroits super sympas qu'on connaissait pas du tout, dont on n'avait jamais entendu parler. Les journées nous paraissent super longues, elles sont riches et variées. Des fois, on peut changer de paysage en quelques heures à peine. On a des super souvenirs du moment où on a traversé l'embouchure de la Garonne en bateau et qu'on est passé des paysages des forêts des Landes à Royan et à la côte autour de Royan et de La Rochelle dans une même journée, et que du coup la veille on avait planté la tente sous les pins et le lendemain on a planté la tente au bord de la côte juste à côté de Royan. Donc c'est vraiment en un jour on peut se retrouver avec des paysages complètement différents. On a aussi des super impressions d'aventure, on trace son chemin, on doit un peu gérer les ravitaillements parce que forcément avec les sacoches on peut pas emmener des trucs trop lourds, donc il y a quand même un peu de logistique qui donne un peu une impression d'aventure. On doit choisir aussi les lieux où on passe la nuit, voilà, il y a plein de petits aspects comme ça qui donnent un peu l'impression de partir à l'aventure et qui offrent un peu ce dépaysement qu'on pourrait attendre en partant à l'autre bout du monde, et en final on se rend compte que cette impression d'aventure ça donne un peu la même sensation alors qu'on reste en France. Et il y a aussi une certaine satisfaction à être son propre moteur, mine de rien. C'est nous qui avançons, c'est la force de nos jambes, c'est juste nous, on a été de ce point-là à ce point-là, on a vu des super trucs et c'était juste à la force de nos jambes. Et quand on arrive à la fin du voyage et qu'on se dit qu'on a été de Bayonne à Pornic à la force de nos jambes, ou de Versailles au Mont-Saint-Michel à la force de nos jambes, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Il y a aussi des belles rencontres et une jolie solidarité entre cyclo-voyageurs en général. Donc à chaque fois qu'on croise on croise un vélo avec des sacoches en face, on a toujours un salut, ça va, où est-ce que tu vas, comment ça se passe. Il y a souvent des petites discussions qui démarrent et qui rendent l'expérience vraiment sympa aussi. Donc pour nous, franchement, le voyage à vélo, quand on l'essayait, c'est l'adopter. Et on a des personnes qu'on connaît qui ont testé le voyage à vélo, elles ont toutes été convaincues après. Donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés et tester le voyage à vélo. C'est vraiment un chouette mode de voyage pour voyager et qui est à la fois super sympa et respectueux de l'environnement. Voilà, donc après j'ai mis quelques ressources pour préparer son voyage. Je sais pas si je pourrais vous les envoyer à la fin de la présentation si ça vous intéresse, mais pour préparer vos itinéraires et pour quelques conseils, il y a le site de France Vélo Tourisme qui est super. Pour aller plus loin, je vous ai mis quelques articles qu'on a publiés sur le blog, donc sur comment prendre son train avec son vélo de façon sereine, comment choisir son équipement, des récits de voyage aussi sur la Vélodyssée, sur la Loire à vélo, et bientôt apparaître le mois prochain sur la Vélocénie. Et pour les adeptes de livres, il y a aussi le manuel du voyage à vélo qu'on a acheté nous et qui nous a pas mal aidé à préparer nos premiers voyages, qui est plutôt sympa. Donc voilà, c'est tout pour la présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions des gens? Tu peux regarder Merci beaucoup à Gaël pour ta présentation, pour ton apport, et merci à vous Anaïs et Jérémy pour votre expérience. Effectivement, je lisais dans le fil de discussion, ça donne envie, effectivement, en tout cas ça donne envie de partir en voyage, pour certains peut-être de partir à vélo. Gaël vous avez proposé en début de son intervention de noter s'il y avait des questions, que ce soit plus sur les enjeux ou les questions d'empreinte carbone, ou bien sur voilà, des choses qui vous poseriez question dans l'une ou l'autre chose que vous avez entendue. Donc on va ouvrir un temps là d'un quart d'heure à peu près pour pouvoir échanger, que vous puissiez soit poser vos questions, soit éventuellement partager votre ressenti suite à ce que vous avez entendu. Certains peuvent être peut-être emballés et avoir eu un déclic ce soir pour changer leurs vacances. D'autres peuvent être face à une impression d'être à une montagne et n'ayant pas du tout envie et ne se sentant pas du tout prêt à changer de type de vacances, et c'est aucun problème.
Voilà, donc je vous propose d'ouvrir un moment soit pour des questions, soit pour des réactions, de ne pas utiliser le chat et de plutôt utiliser la voix. Et donc, vous avez la possibilité de lever la main dans un onglet réaction en bas de votre écran. Vous pouvez lever la main et donc vous levez la main, on vous donnera la parole. Nous, on voulait vous remercier pour votre présentation, donc les François et Ameline, sur la question du vélo. Ça nous parle beaucoup. On ne l'avait pas forcément pensé hein, en tant que tel, mais L'idée nous avait déjà traversé l'esprit, mais pas jusqu'à aller dans le concret des choses. Donc là, ça donne envie de se pencher un peu plus sur la question. Et du coup, sur la question des vacances de manière générale, je pense que du coup, ça nous confirme dans ce qu'on pressentait aussi. Mais je crois que pour Ameline, ce sera plus dur de ne pas prendre l'avion que pour moi. Je balance. C'est gratuit. Voilà. Mais vraiment, merci pour cet éclairage. Et effectivement, ça nous confirme hein, dans la réflexion qu'on a envie aussi de mener. Ouais. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est le côté... que ce soit dans votre présentation et aussi dans ce que tu disais, Gaëlle, avant, le côté trouver de l'exotisme dans des choses proches de chez nous. Donc, effectivement, le voyage à vélo, c'est aussi ça. Voilà. Merci, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Oui, je voulais... Quand j'ai vu les diagrammes qu'a présenté Gaël, j'ai vu qu'un passager dans une voiture 4x4 consommait autant de CO2 qu'un avion avec 170 passagers pour un vol de 500 km. Alors je ne comprends pas pourquoi on s'acharne toujours sur le voyage en avion, qu'on ne fasse pas plus voilà, qu'on ne se bat pas plus contre ces 4x4, contre ces grosses bagnoles qui circulent en France pour faire des trajets parfois minuscules. Complètement. Les SUV et les 4x4 de manière générale ne sont pas le moyen de transport le plus adéquat et le plus clean pour la planète. Alors, en revanche, j'ai plus le diagramme en tête et tout, mais... c'était dans les derniers, pratiquement. Hein. Oui, je suis juste en train de me dire... Celui qui consommait après le plus, c'était le van, un passager. C'est ça. Alors, oui, alors, sauf que c'est bien ce que avion... de 8000 km. Oui, 500 km. En fait, c'est pour 1 km, c'est vraiment par kilomètre. C'est pour ça que je disais qu'il fallait faire attention et que j'ai souligné. Parce que, en fait, la plupart des les voyages les avions de 270 passagers font des vols de environ 8000 km, enfin, en moyenne, des trucs comme ça. Et les petits passagers, les 170, c'est plutôt pour les voyages en France, en Europe, etc. Et du coup, c'est vraiment par kilomètre. Donc, en fait, ça explose en avion. Du coup, généralement, on voyage moins en 4x4 qu'en avion. Et du coup, ça rend les trajets beaucoup plus longs en avion. Et donc, l'avion est quand même beaucoup plus émetteur que les SUV. Néanmoins, je suis d'accord avec vous. Si on a l'opportunité d'utiliser d'autres voitures que des grosses voitures, il faut privilégier les petites voitures. Merci beaucoup. Je vois que Adrien a levé la main. Oui, j'ai une question pour... est-ce qu'il y a moyen de... Comment est-ce qu'on pourrait faire pour d'essayer de contacter des personnes qui ont fait des longs voyages et bas carbone? Par exemple, tu avais parlé là du train là pour aller en Asie, du train pour aller en Asie.
Et donc, par exemple, moi, si dans quelques années, j'ai envie de repartir pour le Japon et je me dis, j'aimerais bien pouvoir discuter de ça avec une personne qui a déjà fait un voyage par, vers le Japon, mais sans utiliser l'avion. Alors, Est-ce que tu as une idée de communauté? ouais. Pour réponse, en fait, par exemple, sur Facebook, il y a des groupes qui s'appellent Voyager sans avion, Voyage alternatif, Voyage durable, etc. Du coup, là-dessus, c'est sûr, il y a des gens qui ont fait ce type d'expérience. Et par ailleurs, sur des sites comme, je pense, Altermondis, on va avoir des pistes sur des gens qui ont fait ce type de trajet. Interrail, potentiellement, il y a des témoignages aussi, ce serait des témoignages plutôt en Europe. Mais je pense que c'est sur les forums liés au voyage, tu vas trouver ça sans problème, Adrien. D'accord, merci. Et je crois qu'il y avait Frédéric aussi qui avait levé la main. Oui, merci. Très bien, merci. Tout ça est bien intéressant. Moi, je voulais mentionner la question du train de nuit. J'ai repéré qu'il y a un train de nuit qui va de Paris dans les Pyrénées. Oui. Et de là, il y a un petit train jaune qui va entre plusieurs communes pour découvrir les Pyrénées. Et nous, un projet qu'on a, on verra quand on le réalise, mais on l'a bien en tête, c'est donc d'aller en train plutôt qu'en voiture, et puis prendre ce petit train jaune, trouver des gîtes par-ci par-là. Nous, on est plutôt des fans de randonnée pédestre que de vélo. J'imagine dans la montagne, on peut aussi faire du vélo, mais c'est un peu plus sportif. Enfin voilà, je pensais que c'était important de le mentionner. On a parlé d'ailleurs ces derniers temps de réhabiliter les trains de nuit, etc. Je ne sais pas s'il y a d'autres développements. Moi, une autre destination, c'est les Cévennes avec le Cévenol qui va de Clermont-Ferrand vers Montpellier. Je crois que c'est un peu le même système où on a un train qui est très touristique. Et j'imagine qu'on peut aussi imaginer un peu des vacances bas carbone, avec des escales en train d'un endroit à l'autre, des randonnées dans les endroits où on s'arrête. Enfin voilà, je voulais mentionner ça comme une piste de vacances qui me semble tout à fait aventureuse, découverte, pleine nature et sans voiture. Merci beaucoup, Frédéric. Si vous avez des précisions, c'est toujours intéressant de les entendre, hein, mais voilà, moi, voilà où je suis. Complètement. Et d'ailleurs, pour continuer dans ce voyage en train, en fait, vraiment, le livre Slow Train est vraiment chouette pour ça. Du coup, il en parle justement de ce petit trajet avec le train jaune de la Catalogne qui traverse les Pyrénées et tout, qui va à 30 km/h hein, pour précision. Donc, on s'attend pas à aller super vite. C'est plutôt le paysage qui est agréable et qui est vraiment chouette et tout. Et donc, sur Slow Train et tout, on a plein de petits trajets pour aller en Béthum, par exemple, depuis Paris, de faire exactement ça. Enfin, il y a plein de petits trucs qui sont vraiment chouettes à faire. Peut-être, Gaël, si je peux me permettre sur la question des trains de nuit, rappeler qu'il y a un certain nombre de trains de nuit qui ont été remis en place sans qu'une vraie communication massive ait été faite. C'est parfois un peu dommage. Amine, tu as dit que tu l'avais entendu à la radio. Moi, pourtant étant dans le domaine, je n'en avais pas entendu parler de manière nationale. Mais bon, voilà, ça peut être aussi un beau moyen de redécouvrir le transport en train. Il y a un train qui a été récréé, je crois, ou qui est en voie de création pour aller à Vienne, en Autriche. Alors, je ne sais pas à quel coût par rapport au low cost d'avion. Ça, il y a une question qui serait intéressante de découvrir quand même. Mais enfin, c'est très tentant. On se dit, tiens, on peut aller à Vienne maintenant, en train de nuit. Alors, la France est un peu en retard, mais effectivement, l'Europe est en train de réfléchir à des trajets, je crois que ça parle de la Belgique jusqu'en Autriche. Il me semble qu'il y a des trucs comme ça. Du coup, il y a de plus en plus, effectivement, c'est une évocation qui est faite à l'échelle européenne. Et du coup, il y a des militants qui travaillent pour que le train de nuit soit vraiment reprenne tout son sens, notamment en France et en Europe de manière générale. Adrien ? Oui, une autre question. Tous les trains en France et en Europe sont électriques ou pas ? Non. En France, je crois que c'est 90% des trajets qui sont sur l'électrique, mais je crois qu'il y en a encore au gasoil. Et du coup, pour le reste de l'Europe, je sais pas. Ça, c'est seulement pour la France. D'accord, ok, merci. Pour aller de la vallée du Rhône à Briançon, il y a un très beau parcours en train, mais ce sont des machines à gasoil. Ouais, voilà. C'est là où on aimerait de l'hydrogène, par exemple.
Ouais. C'est l'avenir du train, hein, l'hydrogène, hein, actuellement. Enfin, on tend vers ça, hein. C'est la politique nationale de la SNCF. On tend vraiment vers ce type de motorisation. À noter qu'on a découvert pour aller à Granville un train au colza. Il y a une expérimentation Paris-Granville, donc c'est au bord de la mer. Et c'est la seule ligne qui est au colza, là. Voilà. On est 100% colza ou c'est un mélange quand même de biocarburant? J'ai pas réussi à avoir l'information. Ok. J'ai essayé de chercher au maximum, donc, mais il semblait, hein, dans les recherches que j'ai trouvées, qu'il n'y avait pas de. En tout cas, voilà, que c'était. Mais bon, je n'ai pas eu Très bien. pas l'information, donc je ne confirme pas. Ça marche. Merci François. Est-ce que ça va si on s'arrête là? Je pense qu'il n'y aura pas de frustrés, de personnes qui auront gardé leurs questions en attente. Si c'est le cas, je vous laisse encore quelques secondes pour prendre la parole. Et oui. Je vais poser une question à propos des vélos. Vous avez parlé des remorques. Est-ce que vous en avez fait l'expérience des remorques ou vous avez que eu vos vélos? Non, nous directement, on n'a pas essayé les remorques. Je sais que c'est un peu plus pénible pour prendre le train parce que c'est pas forcément accepté dans tous les trains. En fait, ça dépend beaucoup du contrôleur. Des témoignages que j'ai vus, ça dépend du contrôleur. Déjà, il faut mieux prendre les TER. Et si le contrôleur est sympa et qu'il n'y a pas trop de monde, il laisse monter avec la remorque, mais potentiellement, il peut aussi refuser. Après, avec des sacoches, en général, on peut quand même emporter suffisamment d'affaires. Enfin, ça dépend comment est-ce qu'on part, mais on y a quand même beaucoup de place. On peut transporter quand même beaucoup de choses sur un vélo directement avec les porte-bagages. Merci. Martine a levé la main encore. Ouais, je suis australien et j'aime bien aller voir ma famille. Ah. Donc, c'est un crève-cœur. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé rarement, trop rarement, revoir la famille. Je le regrette. Hein? Pendant des années, on aurait dû aller un peu plus avec nos enfants et tout ça. Donc, c'est difficile. Donc, je souhaite j'espère bonne route à la création des avions qui fonctionnent à l'hydrogène. Ça me semble que pas mal de boîtes en France investissent là-dedans. Hein. Airbus et Air Liquide, Michelin sont tous dans l'hydrogène. Aussi, pendant qu'on voyageait en Australie récemment, on a trouvé pas mal de Français en bicyclette en Australie. Et on connaît un couple qui a beaucoup aimé le voyage jusque l'Australie et Nouvelle-Zélande. Et puis, ils sont fatigués. Donc, ils sont coincés en Nouvelle-Zélande. Ils cherchent l'enthousiasme pour faire la route en bicyclette pour revenir en France. Mais ils avaient eu une sacrée expérience en traversant la Chine, l'Asie, puis l'Australie, les grands déserts de l'Australie qui peut être un peu monotone. Hein. Mais en même temps, on a une vue de la nature, des animaux, tout ça qui est fantastique. Voilà, donc je dirais en termes quantitatifs, je trouve difficile à dire que la quantité de gaz à effet de serre va décider ma vacance. Mais en termes de qualitative, oui, j'aime bien l'esprit de la soirée qui est que chacun réfléchisse à quelle est la bonne solution pour les vacances en espérant que ça peut être minimaliste point de vue production de gaz à effet de serre. Mais, alors aussi, les 4x4 en France, c'est totalement ridicule.
Mais en Australie, comme dans bien des pays, on ne se déplace pas autrement qu'en 4x4 dès qu'on quitte les villes. Donc, il n'y a pas de solution. Alors, pour compenser, on voyage avec sa tente et on dort sous la tente ou à la Belle Étoile, et c'est ce qu'on a fait pendant 2 ans. Voilà. Là, on ne pollue pas trop. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que ça fait une belle transition avec peut-être le mot de la fin, c'est-à-dire d'être invité chacun à se questionner sur la finalité, ce qu'on cherche dans notre voyage quand on part, et si on a moyen de le faire en diminuant notre empreinte carbone. Et effectivement, des fois, ça n'est pas possible. Et encore une fois, l'idée n'est pas de se culpabiliser, mais plutôt que chacun soit mis en réflexion de ce qu'il cherche vraiment et ce dont il a vraiment besoin, et comment il peut le faire en conscience des enjeux climatiques. Je crois qu'il y avait Luc qui essayait de poser une question. Alors, Luc. Moi, j'avais une petite question, c'est on n'est pas tous des tout jeunes autour de la table, donc est-ce que il y a une possibilité et des guides pour faire des voyages de ce genre quand on est équipé d'un vélo électrique qui aide quand même pas mal à la mobilité quand les jambes font un peu défaut? Complètement. Eh bien, du coup, j'en ai parlé à mon frère tout à l'heure, qui est un fan de vélo et qui a dit que dans les Alpes, de nombreux trajets en fait étaient accessibles maintenant en vélo électrique. Du coup, ça permettait à tout le monde d'accéder à ce type de vacances un peu sportives et du coup d'avoir ces expériences à vélo aussi. Ça nous est aussi arrivé de nous faire doubler par des vélos électriques. Pas l'objectif en soi. Moi, j'aimerais signaler que, d'abord dire que l'hydrogène, en fait, pour le moment, c'est pas décarboné du tout, hein, puisqu'on le fabrique à partir de gaz naturel, dans sa quasi-totalité. Hein. Donc, il ne faut pas se leurrer, il nous manque une technologie pour fabriquer à bon marché de l'hydrogène. Mais cette réserve, oui. Oui, et par ailleurs, l'hydrogène n'est pas forcément une solution. En fait, l'idée, c'est de diminuer c'est surtout de diminuer notre consommation de l'avion de manière générale. Oui, je proteste en tant qu'Australien. Hein. Oui, non, mais pour la famille, je comprends totalement. C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de souci. En fait, c'est que surtout le tourisme, c'est 49%. La famille, c'est 23% dans le trafic aérien en France. Et du coup, en fait, si on s'axe sur le tourisme, c'est surtout le tourisme de masse qu'on essaye d'arrêter ou de diminuer. Les gens, notamment, qui vont voyager très régulièrement en avion sur des courtes distances ou des très longues distances, mais toutes les semaines, tous les mois, 10 fois, 15 fois par an. Et du coup, c'est notamment ces personnes-là qui impactent le plus. Et on a conscience qu'il faut avancer chacun à son rythme. Oui, aussi, quand même, je peux dire, sur l'hydrogène, par exemple, en Australie du Sud, presque toute notre énergie est maintenant renouvelable. Et un des problèmes, c'est l'adaptabilité à la consommation. Et donc, et on a eu un désastre il y a 4 ans, quand tout l'État a perdu l'électricité pendant 4 jours, parce qu'on n'avait pas prévu assez de souplesse dans la production de l'énergie. Et avec Elon Musk, on a construit le plus grand batterie du monde. Je trouve ça beaucoup mieux que d'aller à Mars. Et donc, l'Australie a d'énormes investissements actuellement dans les batteries, avec une entreprise française d'ailleurs, Néon. Et par exemple, en Australie du Sud, la solution qu'on a développée maintenant, c'est qu'on fait délibérément une surproduction de l'électricité et tout l'excès de l'électricité est viré dans la production d'hydrogène à partir de l'eau de mer. Donc, c'est vraiment de l'hydrogène verte. Et c'est là qu'ils cherchent de développer le tampon, si vous voulez, dans la production de l'électricité qu'on a besoin pour
pour les énergies renouvelables. Ça, ce n'est pas grâce à Canberra. Le gouvernement de Canberra est très rétrograde, favorise beaucoup le charbon et le gaz, mais c'est plutôt les États et les citoyens des États qui sont en train d'imposer ces solutions dans chacun des États. Donc, juste pour corriger sur la question de hydrogène, j'espère qu'en 2030, je puisse prendre un vol dans un avion à hydrogène verte. Moi, ce que je voulais quand même juste dire à propos de l'hydrogène, après la petite remarque de prudence que j'ai faite, c'est qu'il y a une société dans les Pyrénées qui est en train d'inventer des vélos à hydrogène. Ah. Ils devraient être commercialisés ces temps-ci. Enfin, ils ont déjà fait des expérimentations assez sérieuses en vendant à des municipalités. Leur vocation, c'est de fabriquer des équipements qu'on peut mettre sur n'importe quel vélo ou sur des tricycles. Mais l'avantage de ces petites batteries à hydrogène, enfin, je sais comment on appelle ça. Oui, les piles à hydrogène. Les piles à hydrogène, c'est qu'on a 100 km d'autonomie. Donc, par rapport à la batterie classique, on fait plus que doubler l'autonomie. Voilà. Donc, pour les voyages bas carbone dont on rêve, et avec une assistance électrique, parce que moi aussi, je trouve que, j'ai plus de 60 ans, je trouve qu'à un moment donné, on aime bien avoir un peu d'assistance électrique. Le vélo à hydrogène, pour moi, est une piste qu'il faut explorer pour voir quand elle arrive sur le marché comme une solution intéressante. Mais il faudrait aussi qu'on ait fait des progrès en France sur la production d'hydrogène vert. Sinon, on n'a rien décarboné. Moi, je voudrais juste faire un commentaire sur tout ça. Hydrogène ou autre, ce qui est intéressant ce soir, c'est de réfléchir à notre économie d'énergie sur la partie vacances, et c'est important. Mais sur le fond, il faut qu'on soit tous conscients que dans une perspective moyen terme, on sera tous obligés d'avoir une frugalité énergétique et de gérer une frugalité énergétique. Parce que si on n'utilise plus de pétrole, plus de charbon, plus de gaz, certains disent plus de nucléaire, hein, c'est un autre débat qu'on n'emploiera pas cette fois. De toute façon, on va se retrouver à devoir gérer une forme de pénurie d'énergie. Il va falloir la gérer d'une façon qui soit acceptable par tous, ce qui est un énorme challenge. Donc, merci pour la conférence ce soir, merci pour le commentaire sur l'hydrogène, mais sur le fond, ça va beaucoup plus loin. C'est comment est-ce qu'on va arriver à descendre à 2 tonnes de CO2 progressivement, c'est-à-dire à tous, dans tous nos domaines de vie, dans tous nos compartiments de vie, baisser significativement notre consommation d'énergie. Et ça, c'est une autre affaire. Merci Luc. Et merci à chacun pour vos apports. Effectivement, les enjeux sont à tout niveau. Produire de l'énergie réellement verte et conscientiser l'enjeu pour chacun de réduire sa quantité et sa consommation d'énergie. Et il n'y a pas une solution qui est mieux que l'autre. Il faut qu'on puisse pousser les deux solutions et les deux alternatives simultanément. Eh bien, je vous propose de clore notre soirée pour respecter le timing pour chacun et limiter le temps d'écran aussi pour ceux qui en ont déjà eu pas mal dans la journée. Voilà, merci à chacun pour vos commentaires, vos questions. Merci à Gaël, à Anaïs et à Jérémy. Et à très bientôt pour la prochaine conférence Acteurs de changement. Vous pourrez retrouver toutes les dates sur le site Acteurs de changement. Voilà. Bonne soirée à chacun. Merci beaucoup.